Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour essayer de réfléchir et pourquoi pas de répondre à une question très compliquée et très personnelle, la question de What's your number? Alors What's your number, c'est concrètement quel est ton nombre? Alors si vous ne faites pas partie du, euh, des communautés qui travaillent sur tout ce qui est finance, indépendance financière, retraite anticipée, vous avez à peu près aucune idée de ce que veut dire quel est ton nombre. Et vous vous demandez peut-être si c'est pas un truc à moitié, je sais pas, chamanique ou un peu pseudo-science. Non, pas du tout. Quel est ton nombre? En fait, c'est l'expression qu'on utilise pour dire dans ta situation, quelle est la somme d'argent épargnée dont tu as besoin pour atteindre ton indépendance financière. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est que c'est une question qui est à la fois euh, très technique, parce que c'est une question qui inclut énormément de variables mathématiques qui peuvent être modélisées et qui peuvent être calculées, et à la fois, eh bien, c'est une question qui est profondément émotionnelle, parce que il y a énormément de variables qui vont dépendre de votre caractère, de votre tolérance au risque, de ce que vous voulez faire, de votre rapport au travail, de votre rapport à la liberté. Et il y a aussi un aspect voilà, vraiment profondément personnel dans cette question qui vient s'intriquer avec la partie technique. Et donc c'est ce qui rend cette question extrêmement intéressante. Et donc effectivement dans le mouvement FIRE, donc Financial Independence Retire Early, eh bien What's Your Number, c'est voilà, quelle est la somme que tu souhaites atteindre pour être indépendant financièrement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être indépendant financièrement? Il y a encore une fois plusieurs définitions qui sont à l'œuvre. La définition qui me semble la plus pertinente, c'est le jour où effectivement vous n'avez plus besoin d'engendrer des revenus liés à votre travail pour subvenir à vos besoins. C'est une définition finalement qui est assez vague, mais c'est volontaire. C'est que finalement cette large, enfin ce spectre large qui est laissé dans cette définition, il permet à des gens d'avoir eh bien finalement une indépendance financière qui est très frugale, c'est-à-dire de dire bah voilà, moi mon indépendance financière c'est quand j'ai assez d'argent sans travailler pour me nourrir, me loger, avoir me déplacer et boire de manière générale. Et inversement, la question des besoins, elle peut être élargie. Elle peut être élargie à eh bien, ma passion, les voyages, donner de l'argent à mes enfants quand je leur ferai un héritage, ou enfin voilà, ça peut être élargi à plein de notions différentes et ça peut être aussi très restrictif. Il y a vraiment tout un spectre qui dépend de votre vision de l'argent et de votre vision de votre plan d'investissement et de finances personnelles. Et en fait, je trouve que cette question, elle est assez intéressante et elle est, je trouve, et j'ai l'impression en tout cas, peu recherchée, peu débattue sur eh bien, les communautés françaises. Et c'est dommage parce que je trouve que déjà ça donne un point de référence et ça donne un objectif. Parce qu'effectivement, si vous vous embarquez dans bah oui, je vais investir pour avoir plus d'argent et pouvoir potentiellement prendre une retraite anticipée ou au moins être libéré finalement du stress qui est lié à la corrélation entre mon travail et mon revenu. Mais si en fait vous n'avez pas d'objectif, bah ok, vous allez cumuler 1000, 10 000, 100 000, mais il y a un moment, vous voyez plus trop où vous allez, quoi. Et c'est typiquement dans ces moments où bah, la bourse va potentiellement baisser en valeur, vous allez avoir potentiellement des difficultés dans votre vie professionnelle, personnelle, et que en fait, ça va perdre tout son sens. Et si on n'a pas à ce moment-là un objectif, non seulement en termes de sens, mais aussi en termes de chiffres, qui est clairement marqué, bah, c'est très facile d'abandonner. Et abandonner, bah, c'est probablement la pire chose que vous puissiez faire pour votre futur financier. Donc, comment est-ce qu'on calcule son nombre? Alors, la stratégie la plus classique, qui est décriée effectivement parce que c'est une stratégie qui est peut-être un peu trop simpliste, néanmoins, même quand on mène des calculs extrêmement complexes et qu'on rajoute beaucoup de variables, c'est un calcul qui se révèle assez précis. C'est typiquement la règle des 4%. Alors la règle des 4%, historiquement, elle vient d'une étude qui a été menée par Trinity. L'idée, c'est quoi? C'est on regarde sur 30 années glissantes des portefeuilles dont on retire une somme tous les ans et on essaye de retirer un maximum sans que le portefeuille arrive à zéro. Et donc l'idée, c'est que comme la bourse en moyenne augmente, eh bien on peut retirer une somme constamment sans venir à bout de notre portefeuille, sachant que cette somme est ajustée de l'inflation.
Donc on regarde historiquement entre 1920 et 1950, 1921, 1951, 1922, 1952. Parce qu'effectivement, les séquences, c'est-à-dire les séquences dans lesquelles vous allez vivre et les séquences passées, elles sont différentes. Il y a des séquences qui, sur le même taux de retrait, vont finir avec beaucoup d'argent et des séquences qui vont finir à zéro avec le même taux de retrait. Et l'idée, c'est de regarder sur toutes ces années historiquement euh, combien on peut retirer au maximum sans jamais mettre notre portefeuille à zéro. Et donc, quand cette étude a été faite par Trinity, ils arrivent à 4%. 4% ajusté de l'inflation. Ça veut dire que si vous avez un portefeuille de 100 000 euros, eh bien, vous pouvez retirer 4 000 euros par an ajusté de l'inflation. C'est-à-dire que si l'inflation c'est 10% l'année prochaine, ben, vous ne retirez pas 4 000, vous retirez 4 400. Et globalement, en 30 ans, votre portefeuille ne sera pas réduit à zéro. Donc, une fois que vous savez ça, eh bien, vous pouvez assez facilement calculer votre nombre. Il s'agit tout simplement de calculer quel est votre budget mensuel classique. Mettons, vous regardez votre budget mensuel, bon bah ok, c'est quoi? C'est 1 000 euros par mois. Bon bah c'est 1 000 euros par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin de 12 000 euros par an. Et donc 12 000 euros par an, vous allez le multiplier par 25. Pourquoi 25? Parce que 4% fois 25 égale 100%. Donc, admettons 12 000 euros fois 25, ça doit faire quelque chose comme 120 000, 240 000, 300 000. Donc 300 000 euros, effectivement, c'est a priori votre nombre si vous avez un budget mensuel de 1 000 euros par mois. Alors une fois qu'on a dit ça, effectivement, c'est l'estimation la plus grossière. Mais ça permet de planter, entre guillemets, le point de départ. Et ensuite, la réflexion, effectivement, elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que, en fait, cette estimation, elle va être trop petite ou trop grosse. On va commencer par les détracteurs, j'ai envie de dire, de la règle des 4% qui disent qu'elle est beaucoup trop optimiste. Alors effectivement, il faut bien comprendre que ça regarde des résultats passés. Et rien ne prédit que la bourse va continuer de faire à peu près 10% par an lors des 50 prochaines années. Donc effectivement, on peut croire que les 4% sont un peu trop optimistes. C'est vrai, effectivement. Et dans ce cas-là, eh bien potentiellement, il faut augmenter votre taux d'épargne au-delà des 300 000 si vous avez un budget de 1 000 euros par mois. C'est vrai. Ensuite, il y a d'autres problèmes avec la règle des 4%, c'est qu'elle a été faite sur une base de 30 ans. Donc 30 ans c'est bien, hein, si vous partez à la retraite à 65 ans et que vous n'avez pas prévu de vivre plus que 95 ans, ça le fait. Sauf que le problème c'est que si vous partez à la retraite à 50 ans, bah, il y a beaucoup de chances que vous viviez beaucoup plus que 80 ans. Et donc là, en fait, plus vous étendez la durée de retrait de votre portefeuille, plus vous avez de chances d'arriver à zéro. Donc là, encore une fois, si vous faites des estimations sur 40 ans, sur 50 ans, vous allez avoir besoin de mettre plus d'argent de côté pour avoir plus de sécurité. Donc ça aussi, c'est un argument qui dit que la règle des 4%, elle sous-estime ce nombre. Ensuite, il y a des... Effectivement, ça c'est les arguments qu'on entend le plus. Mais moi, je pense qu'on entend assez peu aussi des arguments qui disent que la règle des 4%, elle surestime en réalité l'épargne que vous allez avoir besoin de mettre en place. Pourquoi? Déjà parce que, par essence, le calcul qui a été fait dans la règle des 4%, c'est qu'il a pris le pire des scénarios. C'est-à-dire que sur 100 périodes de 30 ans d'affilée, il a pris le pire des scénarios et il a dit ok, si je retire 4% par an, mon portefeuille il n'est pas à zéro. Mais ça veut dire que dans les 99%, dans les 99 autres scénarios, bah en fait on pouvait retirer beaucoup plus que 4%, peut-être 4,5, peut-être 5%, sans arriver à zéro. Donc ça déjà, c'est un autre argument qui dit que, en fait non, la règle des 4%, elle a plutôt tendance à surestimer l'argent qu'on a besoin de mettre de côté plutôt qu'à sous-estimer l'argent qu'on a besoin de mettre de côté. Et ensuite, il y a un élément qui est très important, c'est que quand on fait des projections par rapport à cette règle-là, on part du principe qu'il y a un moment, on s'arrête, on a 300 000 euros, on arrête de travailler et on retire de l'argent tous les ans jusqu'à notre mort et c'est tout. Et vraiment, on n'aura jamais d'autres rentrées d'argent. Sauf que aujourd'hui, enfin, dans le monde dans lequel on vit, quelqu'un qui prend sa retraite à 50 ans, c'est très peu probable qu'il ait zéro rentrée d'argent jusqu'à la fin de ses jours. Déjà parce que peut-être qu'il va faire des petits projets, peut-être qu'il va faire un peu de consulting, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il va faire un job à mi-temps parce que ça l'amuse. Il y a plein de choses qui font que, en fait, vous pouvez avoir des revenus, pas forcément des revenus importants, mais des revenus qui vont compléter finalement vos retraits de votre portefeuille et qui vont du coup soulager l'impact que ça va avoir effectivement sur votre préservation du capital
Donc ça, effectivement, c'est difficile à prévoir, mais très probablement que ça va arriver dans beaucoup de cas. Et ça ne prend pas en compte aussi tout ce qui est aide sociale. Ça ne prend pas en compte la retraite. Ça ne prend pas en compte, voilà, tous ces éléments-là. Quand on fait juste une règle bête des 4%, on part du principe qu'on va gagner 0 $, 0 € jusqu'à la fin de nos jours. Ce qui est, voilà, globalement très peu probable. Et enfin, dernier point que j'ai pas abordé, c'est la question de la fiscalité. Et la fiscalité, elle, pour le coup, elle a tendance à réduire notre capacité de retrait. C'est-à-dire qu'effectivement, là, dans mon modèle, je dis j'ai 300 000 euros, ok, je retire 4% par an, donc je retire 12 000 euros. Sauf que quand je retire 12 000 euros, en tout cas si vous êtes en France, vous allez payer au minimum les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, c'est 17%. Donc 17%, c'est quasiment 20%. Donc ça représente quand même voilà, une somme importante sur 12 000 euros qu'il va falloir prendre en compte. Concrètement, ça veut dire que vous allez retirer 4%, mais en fait vous allez avoir quelque chose comme, je ne sais pas, 3,2, 3,3%. Donc ça, effectivement, c'est aussi un facteur qui tend à sous-estimer l'argent que vous allez devoir mettre de côté. Donc ça, on voit que tous ces facteurs, en fait, ils viennent modifier votre nombre. Et ils viennent modifier votre nombre aussi parce que, eh bien, il y a des facteurs personnels. Peut-être que vous avez envie vraiment d'être serein, quoi qu'il arrive, et d'avoir peut-être 2 fois trop que ce qu'il faut, mais au moins vous pouvez faire vos extras tranquillement, etc. Donc vous allez juste multiplier votre nombre par 2. Peut-être que vous vous dites que le plus gros risque en réalité, c'est de ne pas profiter de votre temps aujourd'hui et que votre temps, pour une raison ou pour une autre, sur cette terre, il est compté. Je sais pas, peut-être vous êtes malade chronique, vous savez que vous n'allez pas vivre plus de 10 ans. En fait, si vous n'allez pas vivre plus de 10 ans, ça sert à rien de mettre autant d'argent de côté, la règle des 4%, elle s'applique pas du tout. Voilà, il faut l'adapter bien évidemment à votre situation personnelle, mais en tout cas, je crois que c'est un travail qui est intéressant à faire pour savoir où est-ce qu'on met le cap, savoir où est-ce qu'on en est, faire des projections dans la durée et dire bah voilà, si j'ai besoin d'avoir 300 000 et que je veux prendre ma retraite à tel âge, combien j'ai besoin de mettre d'argent par mois de côté? Est-ce que c'est envisageable compte tenu de mes revenus, compte tenu de mes dépenses? Est-ce qu'il suffit de modifier mes dépenses pour y arriver? Est-ce qu'il faut que je change de travail pour y arriver? Ou est-ce qu'il faut que je change mon plan d'investissement de manière générale? Donc ça permet quand même d'avoir une vision beaucoup plus claire de où est-ce qu'on va, et donc ça peut permettre de rester motivé dans les hauts comme dans les bas pour finalement atteindre nos objectifs sur du long terme. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.